Le 4 quarts politique de la semaine, votre rendez-vous du dimanche matin pour commenter, analyser, décrypter l'actualité de la semaine. Les intervenants aujourd'hui, Pascal Perrineau, politologue, responsable au CEVIPOF et professeur à Sciences Po. Brigitte Fanny-Cohen, journaliste spécialiste de santé, collaboratrice à BFM. Michel Taubman, journaliste, Bonjour. producteur, collaborateur à i24 News et chroniqueur à Politique Internationale. On va parler des différentes options qui étaient sur la table du président de la République et des décisions qui ont été prises finalement. Et puis, nous parlerons de Biden face à l'Iran et des élections en Israël. Pascal Perrineau, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va commencer avec vous. On attendait le président de la République et c'est le Premier ministre qui a pris la parole pour annoncer la décision. Le couvre-feu est durci, mais le confinement est repoussé pour l'instant. Est-ce que sont entrées en ligne de compte des considérations politiques dans cette décision ? Écoutez, il y a d'abord le fait que le président de la République constate que les Français, certes, restent en majorité favorables à un éventuel reconfinement, mais que cette majorité ne cesse de faiblir. Il s'aperçoit qu'il y a maintenant une forte minorité de Français qui seraient hostiles à un reconfinement. Commencent à apparaître ici et là des appels même à la désobéissance civile. Et certainement que le président se méfie que ce mouvement minoritaire ne devienne pas un mouvement quasi majoritaire. Donc lui, cette appréciation du rapport de force dans l'opinion et du rapport de force politique, avec la capacité, on le voit ici et là, du Rassemblement national, d'exploiter par exemple le ras-le-bol des restaurateurs, ou de certains petits commerçants, est une variable qui a été prise en compte. Mais il y a aussi certainement les composantes économiques et sociales. Arrêter toute la machine, comme on le fait dans un confinement, et la machine économique, comme on le fait dans un confinement total, a un réel coût. Et donc le président cherche à attendre, à regarder très attentivement, certainement, les courbes d'hospitalisation, les courbes de la réanimation qui, pour l'instant, restent hautes, mais quelque part, on est sur un plateau et on se demande si la courbe va repartir vers le haut. À ce moment-là, on n'évitera pas le reconfinement, ou si, peu à peu, cette courbe va descendre très lentement vers le bas. Alors, on va parler tout à l'heure, on va détailler la situation sanitaire avec Brigitte Fanny-Cohen, mais en vous écoutant, on a le sentiment quand même que le président est dans une équation difficile, la nécessité de nouvelles dispositions restrictives, le malaise social et économique. On a vu encore hier soir ce qui s'est passé à Marseille avec les supporters de l'OM et l'approbation de la population. Est-ce que ça n'est pas cette approbation qui manque et qui explique, parce que 48% seulement de la population approuve un confinement strict alors qu'ils étaient 93% en mars dernier. Est-ce que c'est cela qui a été décisif dans la décision du président de la République ? Je crois que c'est un élément, en effet, tout à fait essentiel. Le président s'aperçoit qu'à quelques encablures maintenant de l'élection présidentielle de 2022, il n'arrive pas à sortir de ce qui reste tout de même une impopularité forte. Parce que, certes, les macroniens se rassurent en disant « bah oui, mais c'est moins pire qu'avec François Hollande ou Nicolas Sarkozy ». Mais il faut savoir que François Hollande n'a pas pu se représenter et que Nicolas Sarkozy a été battu. Donc, certainement que ce chiffre, qui est un chiffre relativement faible, de 48% de Français qui seraient pour un confinement strict, est une composante qui est intervenue pour un président de la République qui cherche à sortir de sa zone d'impopularité et qui cherche à se repositionner dans le cadre de l'élection présidentielle. Le président aimerait certainement que l'on parle d'autre chose que de Covid, mais quelque part, il est maintenant depuis un an
englués par ce Covid, et même beaucoup d'observateurs se disent que la prochaine élection présidentielle sera une élection Covid. Il y a un livre qui vient de sortir, Pascal Perrineau, on recevra d'ailleurs son auteur la semaine prochaine à votre place, qui s'appelle Macron le hardi, d'Alain Duhamel. Est-ce que le président vous paraît faire preuve de hardiesse depuis le début de cette crise sanitaire? Je ne parlerai peut-être pas tout de même de hardiesse, sauf que là, il a surpris un peu tout le monde. Mais c'est plutôt dû à ce qui est une détestable habitude dans la communication politique du pouvoir, c'est-à-dire des hésitations. Il ne faut pas oublier qu'il y a maintenant presque une dizaine de jours, de nombreux ministres du gouvernement disaient qu'on allait vers un reconfinement. Il suffisait d'écouter Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement. Et puis on a l'impression qu'au sein même du gouvernement, il y a eu des affrontements entre ceux qui voulaient aller le plus vite possible vers un reconfinement afin d'essayer de mater l'extension de la pandémie et ceux qui étaient sur une ligne, comme le président de la République, une ligne plus ouverte à un simple renforcement du couvre-feu. Et c'est cette dernière ligne qui l'a emporté. Sachant que voilà, c'est l'avenir qui nous dira si le président a eu raison d'adopter cette ligne, parce que pas mal de spécialistes de la lutte contre la pandémie disent plus vite on agit et on agit durement, plus la probabilité que les courbes baissent est importante. Alors, il y a dans le même temps une prolongation de l'urgence sanitaire, il y a un blocage ou même une dissolution de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. On comprend que le gouvernement veuille avoir les mains libres, mais est-ce que on ne fait pas passer le Parlement un peu sous la table? Oh, tout à fait. Et ça, c'est une caractéristique franco-française depuis un an. Quand on regarde nombre de démocraties, et de démocraties à nos portes en Europe, pensons à l'Allemagne, à la Grande-Bretagne, à l'Espagne, à l'Italie, on s'aperçoit que le pouvoir exécutif associe beaucoup plus le pouvoir législatif à la lutte contre la Covid. En Allemagne, la chancelière Merkel consulte régulièrement le Bundestag, les présidents de région sont consultés, associés à la mise en œuvre de la stratégie sanitaire. Ça n'est que très peu le cas en France. Et là, on est dans un des défauts de cette dérive présidentialiste qui touche la Ve République. On parle d'hyperprésidence, mais il faut savoir que cette hyperprésidence est loin d'avoir que des avantages. Et que l'exercice un peu solitaire du pouvoir avec des organismes qui ne sont pas des organismes de délibération démocratique, les comités que convoque régulièrement le président de la République ne sont pas composés d'hommes et de femmes qui sont issus du suffrage universel. Et donc on fonctionne avec au fond un haut de la pyramide qui est mobilisé. Et je crois que c'est un des éléments qui explique cette impression de perte des repères des Français, cette espèce d'asthénie qui semble saisir l'opinion publique française. C'est pas ce qu'il y a de mieux pour mobiliser une population de manière positive. Est-ce que cette asthénie dont vous parlez n'est pas aussi celle de l'opposition? Vous parliez tout à l'heure du Rassemblement national. Le Rassemblement national joue un peu sur l'ambiguïté. Il n'y a pas une position très claire. Marine Le Pen cherche en même temps à capter la colère tout en n'appelant pas à la désobéissance. Oui, en effet, elle reste prudente. Elle n'est pas encore passée au stade de l'appel à la désobéissance civile, ce que certains commencent à faire. Il suffit de voir Monsieur Jean-Frédéric Poisson, candidat à la prochaine présidentielle, qui lui a lancé un appel à la désobéissance civile. Donc on voit que c'est dans l'air, même si les Français ne sont pas passés à l'acte comme ont pu faire récemment les Hollandais aux Pays-Bas.
Donc on a en effet une opposition d'abord qui est extrêmement divisée en France, qui n'a pas véritablement de leader pour l'incarner, et qui se contente, pour l'instant, en ce qui concerne le Rassemblement national, d'exploiter les inquiétudes, l'usure et parfois les colères de la population. Mais il faut savoir que dans une période où la politique est devenue beaucoup plus un phénomène de rejet que d'adhésion, cette attitude peut être politiquement, électoralement, parfois assez payante. Merci. D'un mot encore sur, puisque vous êtes quand même enseignant à sciences politiques, un mot sur l'onde de choc de l'affaire Olivier Duhamel. Est-ce que l'institution elle-même vous paraît avoir été touchée ? Si vous voulez, je ne crois pas que l'institution est touchée. Il y a dans cette affaire Olivier Duhamel le comportement très condamnable d'un homme, en l'occurrence qui était président de la Fondation nationale des sciences politiques. Ça n'a rien à voir avec la question de la gouvernance de Sciences Po. Vous savez, toutes les institutions, que ce soit, on l'a vu, les institutions ecclésiastiques, les institutions des entreprises privées, des administrations publiques, peuvent avoir en leur sein des individus qui commettent des crimes, que ce soit le crime d'inceste ou d'autres types de crimes. Et je crois qu'il faut distinguer, au-delà de l'émotion extrêmement forte qui a touché certainement les enseignants, les étudiants de Sciences Po, parce que c'était un professeur connu et reconnu dans son domaine. Il faut bien distinguer ce qui est le scandale de l'attitude d'un homme et les questions de gouvernance. Sciences Po est une grande institution qui existe depuis la fin du XIXe siècle et qui a certainement la capacité à traverser cette crise dont, bien sûr, elle se serait très volontiers passée. Merci Pascal Perrineau. Je rappelle que vous êtes politologue, responsable au CEVIPOF, le Centre de la vie politique française, et enseignant à Sciences Po. On marque une pause et on retrouve nos invités en studio, Brigitte Fanny-Cohen et Michel Taubman, pour parler d'abord de la situation sanitaire et ensuite de la situation internationale. Le 4 quarts politique de la semaine. Brigitte Fanny-Cohen avec nous. Vous êtes spécialiste des questions de santé. On vient d'entendre Pascal Perrineau sur l'aspect politique de la décision de ne pas confiner et de resserrer un certain nombre de mesures. En somme, il y avait trois hypothèses. Il y avait le statu quo, il y avait le confinement hard du mois de mars et il y avait un confinement plus serré. Comment faut-il prendre la décision du président de la République de ne pas confiner? Alors, si on se place d'un point de vue médical, ce n'est pas la meilleure des décisions, parce que si on veut arrêter le virus, la propagation du virus, la propagation des variants, les contaminations, l'augmentation des hospitalisations en réanimation, il faudrait mettre les Français sous une bulle stérile. Mais une décision politique, elle n'est pas seulement médicale, elle doit tenir compte d'un certain nombre d'autres paramètres, notamment l'économie et la psychologie. Donc l'économie, on le sait, un autre confinement aurait porté un coût supplémentaire à l'économie. Et puis il faut tenir compte de la psychologie. Et on a des alertes de la part des psychiatres, des pédopsychiatres, avec une augmentation dans la population française de ce qu'on peut appeler des troubles psychologiques ou psychiatriques, déprime, anxiété, dépression et même tentative de suicide. Donc il y a des consultations en nette augmentation avec des psychiatres. Ces médecins tirent la sonnette d'alarme. Donc ce n'est peut-être pas la meilleure des décisions sur le plan médical que de ne pas avoir reconfiné, mais c'est une décision certainement tout à fait acceptable sur le plan politique parce qu'elle tient compte et de l'économie et de la santé psychologique des Français.
Alors, vous parliez du malaise, il y a un malaise social, psychologique, au-delà du sanitaire qui touche l'ensemble du pays et en particulier les étudiants. Pourquoi sont-ils davantage fragilisés et pourquoi le gouvernement est particulièrement attentif à leur situation ? Imaginez un étudiant qui travaille en Zoom toute la journée. Moi, j'ai une fille étudiante. Tous ses cours sont passés en Zoom et toutes les matières ne sont pas facilement enseignables en Zoom. Par exemple, elle fait de l'architecture intérieure et du design. Quand vous avez des maquettes à présenter ou à fabriquer, je vous assure que c'est assez compliqué. Et d'une façon générale, c'est fatigant toute la journée de suivre des cours en Zoom. Il y a forcément par moments des décrochages. En plus, quand vous êtes un étudiant seul dans une chambre de service, par exemple, que vous avez perdu votre job et que vous n'avez pas assez d'argent pour boucler vos fins de mois, que vous êtes loin de votre famille, c'est vrai que c'est très très démoralisant. Et donc il y a pour des étudiants isolés de cette façon des situations parfois dramatiques. Alors plusieurs tentatives de suicide d'étudiants ont été observées au mois de janvier. Il y a eu une enquête de l'Observatoire de la vie étudiante qui a été publiée le 28 janvier, donc il y a quelques jours. Elle a été réalisée après le premier confinement. Donc les résultats que je vais vous donner sont des résultats qui datent du printemps, enfin qui tiennent compte en fait de ce qui s'est passé au printemps. Au moment où on a été déconfiné, 26 étudiants disaient manquer d'argent 26% des étudiants manquaient d'argent pour couvrir leurs besoins essentiels, 36% avaient perdu leur job d'appoint, seuls 39% se disaient satisfaits des cours à distance. Donc on peut imaginer qu'aujourd'hui c'est beaucoup moins. 50% disaient ressentir de la détresse et de la solitude et 30% des signes de détresse psychologique. Donc ça, c'était au printemps 2020. Donc vous imaginez aujourd'hui ce que ça peut être. Alors, les écoles, quand même, restent ouvertes, puisqu'il y avait une panoplie de mesures devant lesquelles il fallait puiser pour casser la chaîne des contaminations. On laisse les écoles ouvertes. Est-ce que la situation psychologique des écoliers est meilleure que celle des étudiants ? Pas forcément. Il y a eu plusieurs alertes de sociétés savantes de pédiatrie qui, d'ailleurs, ont demandé que s'il y avait un troisième confinement, ils avaient demandé de laisser les écoles ouvertes. Alors pourquoi ? Parce que les pédiatres et les pédopsychiatres et les services d'urgence constatent une augmentation spectaculaire des admissions pour des motifs pédopsychiatriques. Donc en clair, c'est quoi ? L'anxiété, la déprime, les idées noires, la dépression, des gestes suicidaires, des tentatives de suicide chez des enfants qui n'ont parfois que 10 ans. Donc c'est quand même une situation difficile. Quand vous fermez les écoles, vous constatez aussi une hausse de la maltraitance infantile. Donc c'est aussi un problème qui a évidemment des conséquences sur la santé de ces enfants. Donc bien sûr, vous fermez les écoles, le virus va moins circuler, mais il faut mettre sur l'autre plateau de la balance. Donc toute cette problématique psychologique, psychiatrique, la maltraitance infantile et bien sûr aussi les difficultés de l'enseignement, de l'éducation, le décrochage scolaire. Donc, quel est le plateau qui pèse le plus lourd finalement ? Donc, moi, je comprends la décision politique de laisser les écoles ouvertes et de ne pas reconfiner en ce moment. En termes de santé, cela a aussi un sens. Parce que ce que vivent les étudiants et les écoliers en termes de santé, ça a un sens. Donc, il faut mettre sur la balance ces problèmes-là et la transmission du virus. Alors, les vaccinations. Vaste programme et point faible à l'évidence du dispositif. On va parler de ceux d'abord qui ont eu la chance de pouvoir être vaccinés. Est-ce que les inquiétudes concernant les effets secondaires sont maintenant levées ? Il y avait un rapport d'ailleurs qui était attendu des Israéliens sur les possibles effets secondaires et qui est plutôt rassurant. Exactement. Ce qu'on voit aujourd'hui avec plusieurs dizaines de millions de personnes vaccinées à travers le monde, c'est quand même un tableau plutôt rassurant en termes d'effets secondaires à court terme. Je dis bien à court terme. Surtout les vaccins de Pfizer et Moderna qui ont été les plus largement utilisés en Europe et aux États-Unis. Donc, qu'est-ce qu'on sait ? Déjà,
déjà l'efficacité. Ce qu'on voit en Israël, c'est-à-dire que l'efficacité en Israël déjà avec une première dose de vaccin Pfizer, c'est à peu près 51% d'efficacité. C'est exactement ce qu'avaient montré les études de phase 3. Donc on peut imaginer qu'au final, avec une deuxième dose, on va aboutir à 93, 94%, 95% d'efficacité. On va atteindre vraisemblablement ce haut niveau de protection. Alors, sur les effets indésirables, ce qu'on a noté, c'est que la plupart du temps, ce sont des effets transitoires et qui sont propres à tous les vaccins. Par exemple, des douleurs au point d'injection, de la fièvre, un peu de fatigue pendant les 48 heures qui suivent. Moi, j'ai beaucoup d'amis médecins qui ont été vaccinés et qui ont eu ces effets secondaires. Mais ces effets secondaires, si vous voulez, vous les avez avec d'autres vaccins. Si vous avez déjà eu un vaccin contre la grippe, vous avez peut-être eu aussi mal au bras. Moi, ça m'est arrivé. Alors maintenant, il y a eu des effets secondaires plus rares, bien plus rares, mais plus graves, quelques cas de paralysie faciale qui ont été traités, maîtrisés avec de la cortisone, des réactions allergiques graves qui ont été aussi prises à temps et médicalement traitées, quelques crises de tachycardie. Donc sur la tolérance, je pense qu'on peut être rassuré sur la tolérance de ces vaccins. Et ces mêmes vaccins, est-ce qu'on a l'assurance qu'ils vont nous protéger contre les nouveaux variants de type anglais, sud-africain, brésilien ? C'est quand même une crise sanitaire dans laquelle on n'a pas forcément toutes les assurances. Mais ce que disent les laboratoires, et pour l'instant on n'a que cette donnée, les laboratoires Moderna et Pfizer estiment que leurs vaccins sont efficaces contre les variants anglais et sud-africains. Ils disent aussi, ces laboratoires, qu'ils sont capables d'adapter les vaccins. C'est-à-dire, il y aura peut-être de nouveaux variants du vaccin, un peu comme le vaccin anti-grippe. Vous savez comment on le fabrique, hein. Chaque année, on s'adapte aux différentes mutations du virus de la grippe. Donc, le vaccin anti-grippe n'est jamais exactement fabriqué de la même façon chaque année. Donc, il y aura peut-être des ajustements de ces vaccins contre le coronavirus. Est-ce qu'on peut faire avec vous un point sur les retards dans les approvisionnements des vaccins ? Alors, ce qui est sûr, c'est que les Français ne seront pas vaccinés avant la fin de l'été. D'abord, pour être vacciné, il faut 2 doses. On est loin de cet objectif. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des retards. La France comptait en grande partie sur la livraison des vaccins AstraZeneca et ce laboratoire dit évidemment qu'il va donner beaucoup moins de doses, 2 fois moins de doses que prévu au mois de mars, enfin d'ici le mois de mars. L'Institut Pasteur qui travaillait sur un vaccin donc a déclaré forfait. Il y a des retards avec Moderna et Pfizer, donc il y aura du retard dans la vaccination forcément, mais il sera peut-être rattrapé à partir d'avril-mai. Le 4 quarts politique revient dans un instant. Le 4 quarts politique de la semaine avec Brigitte Fanny Cohen, avec Pascal Perrineau et avec Michel Taubman que nous retrouvons maintenant sur les questions internationales. On va parler, Michel, de l'Iran et des premiers signes donnés par la nouvelle administration américaine et par le nouveau président américain Joe Biden. On peut dire que Obama autant que Trump ont échoué face à l'Iran qui continue à préparer sa bombe atomique. Que fera Joe Biden ? Alors écoutez, je pense que Trump a plus échoué que Obama. Obama a réussi, avec l'ensemble de la communauté internationale, à contenir, à faire signer par l'Iran un accord qui n'était pas, contrairement à ce qu'on a dit ici et là, et notamment en Israël, qui n'était pas un accord autorisant les Iraniens à avoir l'arme nucléaire, mais gelant le projet nucléaire. Ce n'était pas non plus un accord lui interdisant ad vitam aeternam. C'était un accord provisoire mais qui n'était pas respecté par... Alors attends, cet accord était globalement respecté.
C'est-à-dire que quand vous désarmez quelqu'un, vous ne pouvez pas l'empêcher d'avoir... L'Iran avait toujours le revolver sous la table, mais il ne mettait pas de cartouche. L'AIEA est une institution sérieuse qui pratiquait des inspections. Le problème, et là c'est là que je suis plus critique, c'est que cet accord, qui était un accord à minima, ce n'était pas un accord entre les États-Unis et l'Iran, c'était un accord avec des alliés de l'Iran, avec la Chine, avec la Russie, avec les Européens, etc. La France, d'ailleurs, était le pays qui a poussé le plus pour durcir l'accord. C'était un accord uniquement sur le nucléaire. Le problème, c'est que cet accord, qui a été conclu en 2015, dont les discussions ont commencé en 2013, il est totalement obsolète. Il était obsolète. Et là-dessus, on pourrait être d'accord avec Trump. Trump pouvait constater que cet accord était obsolète. Et Macron aussi reconnaissait en 2018 qu'il était obsolète. Mais est-ce qu'il fallait en sortir, comme l'ont fait les Américains, ou est-ce qu'il fallait le renégocier? Tant que les Iraniens étaient dans un accord, on pouvait renégocier. Les Américains sont sortis de l'accord. Et le résultat aujourd'hui, c'est que le processus de fabrication d'armes atomiques n'a pas été retardé, mais il s'est accéléré. On juge une politique non pas sur ses intentions, mais sur ses résultats. Quelles qu'aient été les intentions de Trump à l'époque, et qui n'étaient pas toutes infondées, parce qu'effectivement, cet accord n'empêchait pas les Iraniens ad vitam aeternam d'avoir l'arme atomique, mais maintenait un certain cadre précaire. Et surtout, les deux choses qui manquaient, c'est le contrôle des missiles balistiques et c'est surtout l'expansionnisme iranien dans la région. Et là où je vais donc plus critiquer, j'ai dit l'aspect positif pour moi de l'accord, c'est pas l'accord d'Obama, c'est l'accord d'Obama, des Russes, des Chinois, des Français, de l'Allemagne, etc. Et des Royaumes-Unis. Cet accord était dépassé et il fallait le renégocier. Et effectivement, ce qui a changé depuis 2015, c'est la guerre en Syrie. Et c'est l'expansionnisme iranien à l'abri de la légitimité et de la respectabilité internationale que lui donnait cet accord. Les Iraniens ont poussé leurs pions et l'expansion jusqu'aux portes d'Israël. Et donc, je dirais une chose, ce qui était plus inquiétant pour Israël ces dernières années, et Israël ne s'est pas gêné à juste titre de riposter, c'était l'installation de bases iraniennes aux portes d'Israël, au Liban et en Syrie, et Israël a riposté, c'était plus inquiétant que le programme nucléaire iranien. Aujourd'hui, le programme iranien qui est sorti totalement de sa boîte, le diable est sorti de sa boîte, c'est un problème pour Israël, mais c'est un problème aussi pour la communauté internationale. Alors précisément, Benjamin Netanyahou sort affaibli quand même, quoi qu'on dise, du départ de Trump. Est-ce que l'hypothèse d'une attaque contre les installations nucléaires en Iran, on a vu par exemple que le chef d'état-major israélien s'est prononcé pour, est-ce que ça ne devient pas quand même une opération plus compliquée pour les Israéliens? Alors écoutez, techniquement ça devient plus facile. Pourquoi? Parce que ce qui a changé depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est le rapprochement entre Israël et les pays arabes, notamment les Émirats arabes unis, notamment le Bahreïn. Et cibler l'Iran à partir de bases israéliennes était techniquement impossible parce qu'il fallait passer par-dessus l'espace, à travers l'espace aérien irakien ou saoudien. Aujourd'hui, les Israéliens, théoriquement, peuvent traverser l'espace aérien saoudien. Ils peuvent installer des bases aux portes de l'Iran, face à l'Iran. Donc, dans les Émirats arabes unis, au Bahreïn, c'est un des aspects importants des accords d'Abraham. Donc, techniquement, ce qui semblait impossible il y a 5 ans, c'est-à-dire des attaques ciblées d'Israël contre certaines installations, est plus possible. Politiquement, c'est peut-être plus compliqué et peut-être plus rassurant pour Israël, parce qu'aujourd'hui, on est dans une espèce de consensus qui se reforme contre l'Iran, en tout cas avec la France, avec les États-Unis, avec Israël, avec les pays arabes, et il y a un consensus parce que aujourd'hui, je dirais que c'est Trump qui est sorti de l'accord, mais en sortant de l'accord, il a retiré un pas, il a fait un pas en arrière, mais les autres ont fait 5 ou 6 pas en avant, vers la bombe. Et donc il y a une course contre la montre, confère ce que dit Jean-Yves Le Drian, oui. C'est une question de mois. Les Iraniens auront la bombe atomique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
la diplomatie française, la diplomatie française qui voulait jouer les intermédiaires entre l'Iran et les États-Unis. Le ministre des Affaires étrangères, pardon. Oui, le ministre des Affaires étrangères, Le Drian, et Macron est sur cette ligne-là, ils sont très inquiets. Parce que l'Iran... Alors après, on dit toujours, ça fait 10 ans, 15 ans que je parle de ces questions-là, on disait toujours du temps d'Ahmadinejad qu'ils étaient à quelques mois, 6 mois, quelques semaines. En tout cas, ça, c'est un vrai danger. Et aujourd'hui, la France parle le même langage qu'Israël. C'est ça qui est nouveau. Et les États-Unis aussi. Les États-Unis de Biden, dont on craignait en Israël qu'ils soient une bande de pacifistes gauchistes, etc., pro-iraniens, ils sont aujourd'hui dirigés par des gens qui tiennent compte des intérêts des États-Unis, par notamment Blinken, par Biden, qui savent qu'aujourd'hui, on n'est plus dans la situation de 2015, ni dans celle de 2018, et qu'il y a un vrai danger. Donc, Israël a peut-être plus de possibilités militaires pour intervenir, mais Israël doit aussi tenir compte maintenant de ce que vont faire les alliés. Mais on peut aussi envisager des frappes israéliennes qui pousseraient finalement en faveur d'un accord plus général. Puisque il faut tenir compte de la nouvelle stratégie du changement stratégique opéré par les accords d'Abraham. C'est toute la politique régionale qui est bouleversée. Et l'option militaire vous paraît aujourd'hui, sinon envisageable, du moins, elle paraît, les conditions sont différentes, les conditions pour un soutien à ce type d'opération. Alors je vais vous dire, d'abord, je ne vais pas faire bon, c'est comme, je n'interviens pas sur les vaccins, sur les questions militaires, non, mais je serai très prudent. Parce que... Non, mais je serai très prudent. Il y a des choses que je connais, la géopolitique, je connais à peu près. Les questions militaires, c'est très compliqué. Il y a ce que disent les uns, il y a ce que disent les autres. Le chef d'état-major israélien a dit que les Israéliens étaient prêts, se préparaient à intervenir. Il a été démenti par d'autres sources. Voilà. Après, quelle est l'efficacité militaire ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut frapper profondément des installations qui sont en sous-sol? Deuxièmement, est-ce que ça retarde durablement le programme nucléaire? Troisièmement, quelles sont les réactions sur la population iranienne? Est-ce que ça ressoude la population derrière le régime, ce qui serait négatif? Ou est-ce qu'au contraire, ça dissocierait la population du régime et ça pourrait entraîner un renversement qui serait évidemment salutaire? Et puis surtout, Israël ne peut pas agir sans concertation avec les États-Unis, que ce soit les États-Unis de Trump ou les États-Unis de Biden, sans concertation avec les alliés arabes. Donc, et comme les dirigeants israéliens ne sont pas des bouts de feu, ni des va-t-en guerre, ni des irresponsables, ils menacent, mais je pense qu'ils ne feront pas n'importe quoi. Après, il y a une guerre souterraine qui est la cyberguerre. Il y a des moyens moins spectaculaires. Hein. On peut retarder le programme par des attaques cybernétiques. On peut le retarder aussi par des exécutions de responsables du programme nucléaire. Il y a beaucoup d'options avant la guerre ouverte. Voilà. Alors, d'autant qu'il y a une échéance en Israël, c'est le 23 mars. Est-ce que cette date c'est lié quand même à la situation sanitaire aussi. Est-ce que cette date du 23 mars vous semble devoir être respectée? Alors écoutez, pour l'instant, personne ne remet en cause la date du 23 mars, ça serait la 4e élection en 2 ans, hein, depuis avril 2019. La question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que sur le plan sanitaire, les élections pourront se tenir, hein, et là, Netanyahou a fait un pari. Bon, c'est un homme de Paris. C'est un homme qui sait prendre des risques et qui est audacieux et qui a joué son va-tout sur les vaccins. Avec une stratégie, je dirais, très tranchée, c'est-à-dire constatant qu'il était impossible de gagner la bataille contre le coronavirus avec le confinement, puisqu'il est très compliqué de confiner la société israélienne, puisque 2 secteurs en particulier, le secteur arabe et le secteur ultra-orthodoxe, ils sont très réticents pour diverses raisons. Et de fait, elle est confinée. On ne sait pas encore si elle sort lundi, mardi, mais il y a le une confinement, incertitude. on ne pouvait pas en Israël, moins qu'ailleurs, hein, gagner la guerre du coronavirus par le confinement. Donc Netanyahou a eu l'audace de commander massivement, avant tout le monde, et en mettant le
prix les vaccins. Donc c'est une stratégie tout vaccin ou tout vaccinal, je sais pas comment on dit, docteur. Les deux. Voilà, stratégie 100% vaccin avec c'est une stratégie militaire, hein, une opération commando, un blitzkrieg. Un tiers de la population a été vaccinée. L'idée politique, c'était d'arriver là, on confine toute la population, on ferme les frontières, et puis, comme par miracle, début mars, le pays se réveille, vacciné, et avec le coronavirus qui recule, et le 23 mars, l'homme qui a réussi cette prouesse, le premier pays au monde à sortir de la crise, serait forcément réélu, plébiscité par les électeurs. Alors, est-ce que ce plan n'est pas contrecarré par les fameux variants? Voilà, c'est les fameux variants, je sais pas pourquoi on dit variantes, voilà, par ces fameux variants. Et là, on est dans... Alors, et c'est vrai que autant Netanyahou ne peut pas dire « je crains de ne pas gagner les élections », bien que pour l'instant, son parti reste en tête, hein, sur le plan dans les sondages. Et encore, il ne peut pas dire « on va repousser ». Et puis, c'est pas lui qui peut repousser non plus, c'est compliqué, hein, c'est pas lui tout seul. Mais autant sur le plan sanitaire, si on peut pas tenir, ça serait totalement incohérent. C'est dans 1 mois et 24 jours, hein, et ça semble peu probable quand même là, même si les vaccins ont déjà des effets. Hein, on a vu, les vaccins font reculer la contamination chez les plus de 60 ans. Il y a des résultats tangibles, mais le taux de contamination reste élevé. Le rapport qui a été fait en Israël, comme on le disait à l'instant, oui, Israël est exemplaire de ce point de vue-là. Est positif. Israël est exemplaire. Israël est exemplaire de ce point de vue-là. Il faut saluer donc de ce point de vue-là la décision qui a été prise par le gouvernement. Bon, les moyens qui ont été mis, mais on s'aperçoit depuis 1 an qu'il y a toujours plein de rebondissements avec ce virus. Et donc, les Israéliens découvrent aussi des nouveaux rebondissements. Et là, la situation du pays, c'est que même si le vaccin fait son effet, le pays est confiné. Économiquement, c'est un désastre. Il n'y a pas l'aide sociale qui existe en France, tout ça. Donc, voilà. Donc, la question à laquelle je n'ai aucune réponse, c'est est-ce que, sur le strict plan sanitaire, on pourra tenir les élections? Et dans ce cas-là, il y aura un consensus pour les repousser. Alors, on va dire encore un mot, parce que je voudrais vous laisser tout à l'heure réagir. Vous souhaitiez réagir à ce qu'a dit Pascal Perrineau sur l'affaire Olivier Duhamel, mais encore un mot sur ce qui s'est passé au Pakistan cette semaine. Omar Sher, qui était jugé pour le meurtre du journaliste juif américain Daniel Pearl, a été acquitté. On se souvient, Daniel Pearl, au fond, ça a été le premier attentat antisémite dans le monde, puisqu'il est mort avec ce cri, il a été mort dans des conditions effroyables, avec ce cri I am Jewish, my mother is Jewish, my father is Jewish. Je suis juif, mon père est juif et ma mère est juive. Et il a dit ça avant d'être assassiné, encore une fois dans des conditions effroyables, apparemment par Omar Sher, non ? Oui, alors écoutez, là, moi autant j'avais suivi l'affaire d'un point de vue politique et émotionnel à l'époque, j'avais interviewé, comme d'autres journalistes, je crois que vous-même aussi, l'épouse de Daniel Pearl. L'épouse qui est une dame admirable. Voilà, c'est un meurtre emblématique, c'est un assassinat emblématique par son horreur, la décapitation, le corps a été coupé en morceaux d'un juif, d'un Américain, d'un occidental, d'un journaliste. Donc il y a tout ce à quoi nous tenons, hein, je ne dis pas seulement les juifs, mais ceux qui lient finalement le monde civilisé et aussi dans le monde arabe, hein, je veux dire, pas seulement dans le monde occidental. Tout ça a été atteint, a été touché. Un jeune homme, courageux, qui faisait son travail, un jeune marié. Donc tout ça a été épouvantable. Alors sur les tenants et aboutissants de la décision judiciaire, avant de venir, j'ai regardé un peu. Ça a l'air compliqué comme toutes les décisions judiciaires, puisque c'est pas une décision qui fait l'unanimité au Pakistan. Il y a des régions du Pakistan, il y a une Cour suprême, il y a des tribunaux, il y a tout ça. Hein. Mais en tout cas, vu de l'extérieur, cet acquittement, ce fait que ces gens soient relâchés après quelques années de prison, etc., est évidemment un signe épouvantable et quelque part un blanc-seing qui est donné à d'autres meurtriers, à d'autres assassins
qui commettent aujourd'hui en France même des décapitations de Français, juifs ou pas juifs d'ailleurs. Hein. Et donc je pense que c'est évidemment symboliquement, quels que soient les arguments juridiques sur lesquels je n'ai pas de compétences, hein, je ne connais pas assez le dossier, quels que soient les arguments juridiques, c'est assez déplorable et c'est inquiétant et ça prouve que le poids de l'islamisme dans tous les pays musulmans, quelle que soit la volonté des gouvernements, reste toujours très fort. Et ce, en dépit du fait, parce qu'il faut rendre hommage, vous avez parlé de l'épouse de Daniel Pearl, et il faut en parler, il faut parler de son père aussi, Judith Pearl, qui fait un travail extraordinaire tous les ans, une journée musicale consacrée au nom de son fils, et aussi des tournées de conférences un peu partout avec des intellectuels musulmans qui dénoncent ce fanatisme. Et donc cette décision est plus qu'incompréhensible, elle est scandaleuse. Vous vouliez ajouter un mot sur un tout autre sujet qui a été évoqué tout à l'heure avec Pascal Perrineau, l'onde de choc de l'affaire Olivier Duhamel. Ce que je voulais dire, c'est que moi aussi, j'ai été très, très, très choqué par cette affaire qui est épouvantable. Ce que je vois de positif dans cette affaire, c'est que ça a libéré la parole. Le hashtag inceste MeToo est quelque chose de positif parce que nous savons tous, sans forcément en avoir été victime soi-même, mais on a tous connu, un jour ou l'autre, dans nos familles, dans notre entourage, parmi nos amis, des gens dont la vie avait été impactée et brisée par des attouchements, des viols, ou dans le cadre même là où l'enfant devrait être le plus protégé, c'est au sein de la famille. Et c'est vrai que si, on le dit, 5-10%, parce que c'est difficile à évaluer, des Français, mais je pense que c'est le cas dans d'autres pays, ont été victimes d'inceste, si une partie d'entre eux pouvaient porter plainte plus tôt, si ces crimes pouvaient être jugés maintenant, etc., et si les gens pouvaient libérer leur parole, le monde irait mieux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des comportements et qui parfois reproduisent sur leurs enfants des comportements qui sont inexplicables de l'extérieur et qui sont liés à des drames vécus dans leur enfance. Et donc, ce que je voudrais dire, c'est que cela est très positif. Par ailleurs, je suis assez sceptique sur la mise en cause de l'institution Sciences Po, parce que autant les incestes arrivent partout. Alors quand on dit c'est révélateur du comportement des élites ou de la gauche, 68 ards, ça arrive partout, malheureusement, dans tous les milieux. Qu'on soit très cultivé ou qu'on soit analphabète, ce sont des comportements qui existent et qui sont évidemment condamnables et dégoûtants. Mais il y a une différence entre l'Église catholique et ce qui s'est passé à Sciences Po. Peut-être, d'après ce que j'ai lu, que le directeur de Sciences Po a été plus ou moins informé. Mais là, moi, je ne suis pas procureur, je ne veux pas savoir est-ce qu'il fallait dénoncer quelqu'un. Non, je pense qu'il ne faut pas aller plus loin. Mais ce que je voulais dire, c'est que dans l'Église catholique, il ne s'agit pas d'inceste là, mais il s'agit de pédophilie. La pédophilie était pratiquée dans le cadre de l'institution. C'est-à-dire que les prêtres utilisaient leur position dominante de prêtre pour pratiquer la pédophilie sur des enfants dont ils avaient la charge. Pareil dans certaines écoles. À Sciences Po, ce n'est pas en tant que prof de Sciences Po que Olivier Duhamel a sévi, à ma connaissance, d'abord parce que les étudiants sont en général majeurs, et deuxièmement, puisque c'est un inceste, ce n'est pas dans le cadre de l'institution. Donc je pense qu'il faut faire attention, avant de mettre en cause l'institution Sciences Po, comme on a pu, à juste titre, mettre en cause l'institution Église catholique, et d'autres institutions qui avaient été averties, et des institutions où la personne avait avoué, et où on l'avait absous, et où on l'avait muté, où on l'avait maintenu dans son poste, où on avait étouffé l'affaire. Donc je pense que la comparaison n'est pas valable de ce point de vue-là, du point de vue des institutions. Vous avez le dernier mot, Brigitte Fanny-Cohen. Oui, alors moi j'ai lu le livre de Camille Kouchner. D'abord, je dois signaler que c'est un livre qui est très bien écrit. C'est aussi ce qui fait avancer dans la lecture, c'est qu'on est pris par cette plume. Et on comprend, en lisant ce livre, pourquoi, en fait, les enfants... et là, ce qui est exemplaire dans ce livre, c'est en fait, c'est pas l'enfant qui raconte, l'enfant devenu grand, c'est la sœur, c'est le regard de la sœur sur ce qui est arrivé à son frère. Et ça, c'est vraiment très important parce que moi, c'est la première fois que je lisais l'inceste vu par la sœur.
Et donc, on comprend pourquoi on met autant de temps à en parler, hein, et pourquoi ce fameux délai de prescription devrait être rallongé. Et puis, on comprend certains mécanismes qui se sont passés et ce tabou autour de l'inceste. Enfin, moi franchement, j'inciterais à lire ce livre parce que tout à coup, on rentre dans cette histoire qui est évidemment tragique, mais on arrive à comprendre mieux comment un inceste détruit toute une famille. C'est pas simplement la victime, mais c'est toute la famille autour de la victime qui a été détruite par ce crime et aussi par le silence qui l'a entouré. Merci à vous tous. Merci Brigitte Fanny Cohen. Merci Michel Taubman. Merci Pascal Perrineau. C'était le Merci Shlomo Malka. Politique de la semaine. Votre rendez-vous du dimanche matin. Bon dimanche et prenez soin de vous.